Les appartements de la cour sentaient mal la cire, les herbes médicinales et le tissu humide suspendu pour sécher près de la cheminée. Les femmes adultes, vêtues de robes lourdes, discutaient à voix basse des maladies des enfants et des nouvelles modes. Les hommes débattaient des impôts et des guerres, tandis que des copistes glissaient silencieusement entre eux avec leurs minces cahiers. Ces cahiers ne contenaient ni rapports ni textes de prière. Ils recelaient des histoires de désirs, de ruses, de promesses non tenues et de mariages fondés non pas sur l'amour, mais sur le calcul. Trop vivante, trop charnelle, trop audacieuse pour une princesse à qui l'on exigeait une biographie exemplaire et pieuse. Mais c'est précisément cette femme, Marguerite de Navarre, qui a transformé les récits sur les sentiments d'autrui en un moyen sûr de parler de la subjectivité féminine dans un monde où tout mot direct pouvait donner lieu à une enquête théologique. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de votre attention. Imaginez la voix masculine d'un narrateur qui vous remercie d'être là, vous demande d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire et quels sont les sujets liés au livre de cours et à la censure qui vous semblent les plus troublants. Cette voix souhaite une écoute calme mais attentive et vous propose d'examiner ensemble comment, derrière la façade de la piété et des paraboles morales, se cachait un bouclier subtilement conçu pour se protéger de la censure. Passons maintenant à l'histoire. Dans les documents officiels de la première moitié du XVIe siècle, Marguerite apparaît comme une femme irréprochable. Dans les actes notariés, son nom est accompagné de listes de terres, de dots, de droits sur des villes, de mentions de contrats de mariage et d'alliances dynastiques. Elle est la sœur du roi François Ier, l'épouse du roi de Navarre, une actrice politique adulte participant aux négociations, une médiatrice entre les cours, une protectrice des humanistes et des théologiens réformateurs. D'après ces documents, on pourrait conclure que sa vie était entièrement consacrée aux rentes, aux missions et aux questions ecclésiastiques. Mais parallèlement, dans des témoignages moins formels, une autre ligne se dessine. Autour de Marguerite se forment des cercles de manuscrits où l'on discute non seulement de dogmatique, mais aussi de mariage, de corporéité et d'hypocrisie. La France de cette époque vit dans un équilibre tendu. Les presses à imprimer inondent déjà le marché de livres, les universités discutent de nouveaux commentaires sur les Écritures, les villes portuaires vendent des traités interdits importés des terres germaniques. Dans le même temps, la Sorbonne de Paris et les structures théologiques qui lui sont liées recherchent attentivement toute phrase qui pourrait sembler douteuse. Les catalogues de livres condamnés s'étoffent, des conclusions académiques sont rédigées contre les auteurs, des poursuites sont engagées contre les lecteurs suspects. Plusieurs procès retentissants et livres brûlés ont montré à toutes les personnes instruites qu'un texte touchant à la foi et au corps est dangereux, quelles que soient les intentions de son auteur. Marguerite a été confrontée à ce système avant même l'Heptaméron. Son ouvrage religieux sur la foi intérieure a irrité les théologiens. Ton trop personnel, discussion trop audacieuse des relations entre l'homme et Dieu, référence trop peu marquée à l'autorité de l'Église. Les conclusions de l'université faisaient allusion à des tendances dangereuses. La Sorbonne était prête à classer l'ouvrage parmi les suspects. Son statut l'a sauvée d'une persécution directe. L'intervention de son frère, le roi, et sa position de princesse rendaient toute persécution, ouverte politiquement risquée. Mais il était clair que n'importe quel mot pouvait être sorti de son contexte et utilisé contre elle comme preuve. Dans ce contexte, la forme du recueil de nouvelles devient non pas un divertissement, mais une stratégie de survie. Le Heptaméron imite en apparence l'ancien modèle. Un groupe d'hommes et de femmes adultes, retenus en chemin, passe le temps en racontant des histoires. Mais il cache en réalité un autre objectif. Les intrigues,
dépeignent des mariages basés sur le calcul, des situations de violence et de coercition, des ecclésiastiques dissimulant leurs intérêts personnels derrière un langage religieux, la résistance subtile des femmes dans des conditions où leur corps et leur honneur sont transformés en gage de l'union entre les familles. Chaque récit est doté d'un cadre moral. Formellement, le vice est puni, la vertu récompensée. Cependant, pour le lecteur familier de la vie de cour, il est évident que sous le label de l'enseignement se cache une critique de l'hypocrisie. La forme manuscrite de l'Heptaméron est ici essentielle. Le recueil ne circule pas sur les étals des foires, mais dans les cercles restreints de la cour. Les petits volumes passent de bureau en bureau, de chambre en chambre, laissant parfois une trace dans les inventaires des bibliothèques, mais restant le plus souvent invisibles pour la bureaucratie officielle. Ils sont lus par des hommes et des femmes adultes, habitués à la prudence dans leurs propos. Pour eux, il est évident que les histoires où une façade pieuse cache des abus de pouvoir ne se rapportent pas à un monde abstrait, mais à leur propre réalité, au contrat de mariage, à la pratique du patronage, au comportement des ecclésiastiques à la cour. La censure de l'époque voit ces textes d'un autre œil. Pour un théologien habitué à travailler sur des traités, plusieurs thèmes sont importants. La description du désir, le conflit entre le mariage et l'attirance, la critique du comportement des ecclésiastiques. Cela suffit à mettre la puce à l'oreille. Le statut de l'auteur rend le coup plus difficile, mais n'annule pas l'inquiétude. La formule « trop audacieux pour une princesse », dans leur logique, ne signifie pas un éloge, mais un risque. Si un tel recueil devient largement connu, il peut saper la confiance dans les institutions ecclésiastiques et dans le mariage en tant que pilier de la société. Marguerite met en place plusieurs niveaux de défense. Les récits peuvent être lus comme un catalogue d'exemples montrant les conséquences du péché et de la ruse. L'équilibre des épisodes est tel que les histoires de transgression des normes côtoient des récits de fidélité et de constance. Tout accusateur souhaitant présenter le recueil comme pervers se heurte inévitablement au fait que le texte peut tout aussi bien être qualifié de moralisateur. Enfin, sa position dans le système politique fait de toute dénonciation éventuelle une question non seulement de foi, mais aussi de diplomatie. Porter atteinte à sa réputation, c'est porter atteinte au prestige de toute une maison. Le mythe qui est apparu plus tard a simplifié le tableau. Il est plus facile de dire que la princesse a écrit des histoires d'amour trop audacieuses, donnant à la cour une lecture indécente. Dans cette version, les tensions avec les théologiens disparaissent. Sa participation à la défense des auteurs réformateurs est atténuée. Son rôle politique est nivelé. Les documents, lettres, actes, listes de livres interdits, montrent une femme vivant sous une pression constante. Elle est malade, subit des accouchements difficiles, survit à des épidémies, négocie le sort des villes, tente de protéger les personnes soupçonnées, de s'écarter de la doctrine officielle. Dans ce contexte, l'Heptaméron n'apparaît pas comme un caprice frivole, mais comme un moyen réfléchi de préserver le droit de parler de l'expérience féminine sans subir les foudres des structures inquisitrices. C'est précisément cette dualité, la façade extérieure d'un recueil moral et le travail interne sur les thèmes du pouvoir, du corps et de l'hypocrisie, qui rend l'histoire de Marguerite troublante et contemporaine. À une époque où l'imprimerie transforme chaque mot en preuve potentielle et où les facultés de théologie des universités se considèrent comme les gardiennes des limites de ce qui est permis, la princesse et reine de Navarre utilise une forme narrative ancienne pour y inscrire ce qui ne pouvait être dit directement. Plus tard, les censeurs et les éditeurs tenteront d'apprivoiser son texte, de le transformer en une parabole inoffensive, mais les couches manuscrites laissent encore apparaître l'intention initiale, donner la parole à ceux dont les actes notariés ne parlent qu'en chiffres de dot et de noms de domaine. Et plus on examine attentivement la manière dont le Heptaméron a fait son entrée dans les cercles de la cour,
plus il apparaît clairement que le texte vivait dans deux réalités à la fois. Dans la réalité des décrets imprimés, où chaque mot pouvait devenir une preuve, et dans la réalité des salons privés, où les femmes adultes se permettaient pour la première fois de discuter de leur propre expérience, avec prudence, derrière le paravent d'histoires fictives. Les cahiers manuscrits passaient de main en main presque secrètement. Ils n'étaient pas exposés à la vue de tous, ni lus à haute voix lors de grandes réunions. Ils reposaient sur les tables à côté des calendriers d'audience, des lettres diplomatiques et des rapports de la cour. Dans ces mêmes pièces, on discutait des contrats de mariage et des dots, de la répartition des fonctions judiciaires, du sort des villes. Et c'est ici aussi que l'on lisait en silence les nouvelles de Marguerite, où la ruse des femmes, les abus des ecclésiastiques, la tromperie dans le mariage et la complexité des désirs humains étaient représentés, non pas comme une remise en cause de la norme, mais comme une réalité connue de presque tous les adultes de la cour. À la même époque, la censure devenait de plus en plus sévère. Les théologiens parisiens avaient pris l'habitude de voir une menace dans tout texte où l'on discutait du corps, de la passion et du choix des femmes. Lors des procès, on entendait des formules telles que « atteinte aux mœurs »,« séduction »,« indigne de la fonction de l'auteur ». Pour les hommes de science, ces récits semblaient dangereux, non pas en raison de leur contenu explicite, mais parce qu'ils permettaient à une femme de parler de subjectivité. Si une princesse évoque le mensonge de son confesseur, la cruauté de son mari ou la ruse d'un courtisan, cela signifie que le monde, où la voix des femmes est confinée à la sphère domestique, se fissure. Les observations des théologiens figuraient rarement dans les procès-verbaux officiels, mais elles ont été conservées dans des lettres académiques. On y discutait de la forme même du texte. Pourquoi une femme de haute naissance prend-elle exemple sur Boccace? Les histoires amorales ne cachent-elles pas une allusion dangereuse à l'ambiguïté? Ce recueil ne sape-t-il pas la confiance dans le clergé? Les détenteurs du pouvoir savaient parfaitement que l'accusation d'audace pécheresse pouvait être utilisée contre n'importe qui, et pas toujours pour des raisons religieuses. Il s'agissait souvent d'un instrument politique, d'un moyen de faire pression sur ceux qui soutenaient les réformateurs ou nuisaient aux intérêts des familles influentes. Marguerite ressentait cette double menace. Son statut la protégeait des persécutions directes, mais la rendait vulnérable aux ragots, aux intrigues et aux dénonciations théologiques. Chacun de ses pas était consigné dans des lettres et des actes. Chacun de ses écrits était lu avec suspicion. Elle voyait à quelle vitesse, dans une France politiquement tendue, n'importe quel mot pouvait se transformer en arme. Il suffit de se rappeler le sort de plusieurs auteurs qui, pour un seul traité, ont été interdits ou exilés. Néanmoins, c'est précisément à cette époque que Marguerite continue à rassembler des récits, à retravailler les intrigues d'autrui, à en écrire de nouvelles. Elle le fait lentement, prudemment, mais avec constance. Les nouvelles lui servent à parler de choses qui ne peuvent être abordées dans une lettre politique ou un traité théologique. La vulnérabilité des femmes dans le mariage, les jeux de pouvoir dans les monastères, la sainteté feinte de certains ecclésiastiques, la dépendance des femmes vis-à-vis des décisions des hommes, tout cela est placé dans une parabole, dans un cadre moraliste qui rend le texte inoffensif en apparence. Peu à peu, un réseau de lecteurs se forme autour du Heptaméron, où l'on entend non seulement des compliments, mais aussi des craintes. Certains voient dans le texte des leçons de moralité. D'autres y voient un exemple dangereux de la façon dont une princesse se permet de critiquer l'ordre établi. D'autres encore y voient la preuve que les femmes lisent et écrivent différemment de ce que permet l'éthique de la cour. C'est précisément cette tension qui rend le texte électrique. Chaque lecteur comprend qu'il ne tient pas simplement entre ses mains un recueil de nouvelles, mais un document de l'époque où se cache sous une couche de morale une critique vivante de l'hypocrisie de la cour. Pendant ce temps, la lutte théologique s'intensifie autour de la cour.
La Sorbonne tente d'étendre son contrôle sur les livres, de nouvelles listes de textes interdits sont discutées, l'inquiétude face à l'influence des idées réformatrices grandit. Les prédicateurs parlent de écrits féminins qui seraient capables de corrompre l'esprit du lecteur par une littérature douce. Cette rhétorique n'est pas fortuite. La voix féminine dans la littérature sapait le système de contrôle établi et devenait donc suspecte avant même d'être lue. Marguerite, consciente que ses propos pourraient être jugés, ajoute une couche de protection supplémentaire. Ces personnages ne s'expriment pas en son nom, mais en tant qu'interlocuteurs, représentant différents points de vue. Leurs conclusions morales semblent directes, mais les intrigues elles-mêmes montrent la stratification de la société, là où le mot « péché » est utilisé comme un instrument de pouvoir et la vertu comme une décoration sans importance pratique. Pour le lecteur adulte, ces contrastes étaient évidents. Pour le censeur, c'était une raison de garder ses distances. Et pourtant, malgré le risque, le Heptaméron continue d'exister, dans des manuscrits, des extraits, des fragments. Il est recopié, mais pas largement imprimé. Il fait l'objet de discussions, mais n'est pas officiellement jugé. Ainsi, le texte vit dans l'ombre de l'appareil d'État, à la fois protégé par le statut de son autrice et constamment menacé. Et à mesure que l'histoire avance, il devient évident que c'est précisément cette dualité, le masque moralisateur et la critique cachée, qui fait du Heptaméron un document clé de l'époque, un moyen de dire la vérité, de telle sorte que le censeur y voit une parabole et que le lecteur attentif y voit l'expérience d'une femme qui a trouvé une faille dans un système de contrôle rigide. Lorsque les manuscrits de Marguerite ont commencé à sortir du cercle restreint des lecteurs de la cour, la pression sur eux s'est sensiblement intensifiée. Les notes théologiques faisaient de plus en plus souvent référence à des histoires trop audacieuses qui brouillaient la distinction entre ce qui est permis et ce qui est dangereux. Ces accusations étaient presque toujours accompagnées de la même insinuation. Si le texte était écrit par une femme adulte de haut rang, toute liberté qu'il contenait semblait automatiquement suspecte. Cette approche permettait aux critiques de ne pas discuter du contenu, mais de s'attaquer à la possibilité même d'une paternité féminine. C'est à ce moment précis que le péché devient un instrument de lutte contre une pensée dérangeante. Chaque nouvelle est examinée à la loupe, en isolant les passages où sont ridiculisés les abus des ecclésiastiques, où sont montrés la sainteté hypocrite ou les doubles standards des hommes au pouvoir. Pour masquer leur irritation face à cette critique, les théologiens préfèrent parler non pas de l'actualité des intrigues, mais de la prétendue description malicieuse du désir. Mais les manuscrits qui ont survécu jusqu'à nos jours montrent le contraire. Marguerite utilise le thème de la tentation comme un écran sur lequel on peut examiner l'injustice sociale. La parabole de la femme rusée cache le plus souvent une histoire d'abus de pouvoir, tandis que le récit du mari menteur analyse le cynisme des contrats de mariage. Plus les conseillers savants du roi examinaient ces textes, plus ils comprenaient qu'il n'y avait pas de raison directe de les interdire. Officiellement, les nouvelles parlent de morale. Formellement, elles condamnent les vices. En apparence, elles ressemblent à d'anciens recueils moralisateurs. Mais elles renferment la vérité crue de l'époque. Les mariages à la cour sont conclus pour des raisons d'intérêt. Les confesseurs abusent de la confiance des laïcs. Et les femmes sont obligées d'être rusées pour survivre dans une structure où presque toutes les lois sont écrites par des hommes et pour des hommes. C'est ce contenu caché qui devenait le principal irritant. Certains théologiens ont tenté de convaincre l'entourage du roi que de telles histoires nourrissaient l'esprit de doute. Ils invoquaient le danger de la diffusion de récits dans lesquels les ecclésiastiques apparaissaient aussi sujets aux faiblesses que les laïcs. Ce faisant, ils reconnaissaient rarement que dans ces mêmes cercles de la cour, on lisait secrètement Boccace, Pétrarque et des recueils entiers de nouvelles italiennes où la satire était bien plus présente. Mais Marguerite
avait une particularité qui rendait sa position délicate. Elle écrivait en tant que femme, ce qui transformait automatiquement tout sujet quotidien en geste politique. Si un homme se moque des vices de la société, c'est de l'esprit. Si une femme fait la même chose, cela dépasse les limites de ce qui est permis. C'est pourquoi chaque discussion sur son texte soulevait la question du pouvoir. Entre-temps, les cercles de lecteurs s'élargissaient. Les nouvelles étaient lues à Bordeaux, Lyon, Paris. Parfois, elles étaient recopiées avec des abréviations, parfois avec des commentaires prudents dans les marges. Plusieurs listes sont accompagnées de remarques de fonctionnaires qui précisent que le texte est utile pour l'instruction s'il est lu dans la bonne optique. Ces annotations autorisantes étaient une tentative de se protéger. Elles permettaient de reconnaître la valeur du livre sans entrer en conflit avec les théologiens qui y voyaient une menace. Et pourtant, la pression ne faisait que s'intensifier. Le renforcement de la censure, après les conflits religieux, faisait de tout écrit une cible potentielle. Marguerite n'était pas discutée ouvertement, mais avec attention. On surveillait les cercles où ses œuvres étaient lues, les personnes qui la citaient. Dans les documents officiels, elle était mentionnée comme une princesse pieuse, mais dans des lettres privées, elle était qualifiée de trop observatrice et trop fine dans son analyse de la nature humaine. Cette irritation voilée était symptomatique de l'époque, à une époque où le pouvoir cherchait à contrôler non seulement les comportements, mais aussi les pensées. Même la forme allégorique ne permettait pas d'échapper à la suspicion. Néanmoins, l'Heptaméron continuait son chemin, lentement, presque clandestinement. Il passait entre les mains de ceux qui cherchaient un regard honnête sur l'hypocrisie de la cour et de ceux qui voyaient dans ces nouvelles un matériau pratique pour des leçons moralisatrices. Et parallèlement, un double sens se formait dans le texte. Chaque lecteur voyait ce qu'il pouvait supporter, une conclusion morale superficielle ou cette critique cachée que Marguerite avait inscrite sous la couche de la parabole. Là où la discussion sur Marguerite semblait passer à la phase des accusations, un changement discret s'opérait. Au lieu d'interdiction directe, on recommandait de faire preuve de prudence, et au lieu d'une enquête officielle, on discutait en privé dans les écoles de théologie. Cette nuance était plus dangereuse qu'une persécution ouverte, car elle transformait l'auteur en une figure observée, mais non accusée. Son nom était rarement prononcé, mais le simple fait que les nouvelles aient été publiées donnait lieu à des traités sur les limites de ce qui était permis. Ces textes stipulaient soigneusement que les mains des femmes ne doivent pas toucher à des sujets dangereux, puis ajoutaient dans les notes « Si de telles histoires existent, elles ne doivent être lues que par des esprits mûrs. » Cette réserve traduisait une tentative de garder le contrôle. Les censeurs ne pouvaient pas supprimer une œuvre qui ne violait pas directement les dogmes, mais ils pouvaient limiter le cercle des lecteurs. Dans l'une des listes manuscrites, les censeurs ont ajouté une note sur l'attention indue accordée à la ruse des femmes, soulignant que de tels sujets pouvaient inciter à la désobéissance. Pourtant, ces mêmes lecteurs citaient librement des nouvelles italiennes où la tromperie et la fourberie étaient dû présenter de manière beaucoup plus crue. La différence résidait dans le statut de l'auteur. Lorsqu'une femme de la cour montrait comment le pouvoir sur le corps et la réputation fonctionnaient réellement, le texte devenait non seulement de la littérature, mais aussi un commentaire sur la structure même de la cour. Pendant ce temps, les tensions religieuses au sein du royaume s'intensifiaient. Après une série de conflits, les fonctionnaires cherchaient à tout contrôler, des sermons au statut des corporations d'artisans. Dans de telles conditions, toute œuvre permettant de porter un regard nouveau sur la morale risquait d'éveiller les soupçons. Surtout, si elle montrait comment les ecclésiastiques abusaient de leur position, comment les hommes riches contournaient leurs propres règles, comment les femmes, dans ce système, étaient obligées de survivre grâce à leur intelligence et à leur prudence. Une ombre de dénonciation théologique planait sur les manuscrits de Marguerite. Formellement,
Il n'y avait rien à dénoncer, car les nouvelles ne violaient pas le dogme. Mais l'idée même qu'une femme de la cour puisse décrire le monde avec une telle attention aux faiblesses humaines était perçue comme un défi. Les dénonciations faisaient état d'une dangereuse perspicacité, de la capacité de Marguerite à reconnaître l'hypocrisie là où l'Église préférait voir le péché. De telles formulations permettaient aux détracteurs de ne pas l'accuser ouvertement, mais de créer une atmosphère d'attente, comme si l'auteur avait déjà commis quelque chose d'inacceptable. À cette époque, une sorte de silence s'était installé autour du Heptaméron. Il n'était pas interdit, mais il n'était pas non plus encouragé. On le lisait, mais on n'en discutait pas à voix haute. Il circulait dans les cercles de la cour comme un objet à la fois dangereux et indispensable, trop honnête pour que l'on ignore sa valeur, et trop véridique pour s'inscrire facilement dans une morale stricte. Les censeurs préféraient discuter de l'utilité d'un enseignement modéré, essayant de maintenir le texte dans les limites sûres de l'édification. Mais tous ceux qui le lisaient attentivement voyaient que la parabole fonctionnait dans les deux sens. Elle enseignait, mais elle dénonçait aussi. Cette tension cachée rendait la survie du livre presque héroïque. Au sein de la cour, nombreux étaient ceux qui comprenaient la valeur du texte. Ils le recopiaient à la main, y ajoutaient des remarques prudentes, parfois même défendaient les nouvelles dans des conversations privées. Ils ne voyaient pas là une liberté, mais un document de l'époque, un récit sur la manière dont le pouvoir sur le corps, l'honneur et le nom étaient consacrés dans les règles du mariage, les tribunaux ecclésiastiques et les rituels de la cour. Et pourtant, l'atmosphère autour de Marguerite devenait de plus en plus tendue. Elle restait une princesse et son statut la protégeait des attaques directes. Mais ce même statut rendait ses textes particulièrement sensibles pour les censeurs. Chaque mot prononcé par une femme de ce rang pouvait être interprété comme une allusion à la structure même du pouvoir. C'est pourquoi son livre avançait prudemment, comme une personne qui doit passer entre des murs où l'on entend les pas de ceux qui l'observent. Lorsque plus tard, le Heptaméron a commencé à être lu en dehors des cercles restreints de la cour, il est devenu évident que le texte avait survécu à la pression et aux soupçons. Il a été préservé, non pas grâce à la clémence des censeurs, mais parce que les lecteurs adultes y voyaient non pas la liberté de la princesse, mais le reflet de leur propre peur. Les nouvelles montraient un monde où l'honneur pouvait être perdu plus rapidement que les biens, où le pouvoir sur la réputation était plus dangereux que n'importe quelle punition, où les femmes élaboraient des stratégies de survie, non pas par la provocation, mais par l'observation, la prudence et la capacité de lire les intentions des puissants. C'est précisément cela, non pas l'audace, mais la capacité de voir, qui rendait le texte gênant pour ceux qui cherchaient à contrôler la morale. Pendant ce temps, le contexte religieux et politique continuait d'évoluer. Le renforcement de la discipline ecclésiastique, la pression des facultés de théologie, l'inquiétude croissante face au mouvement réformateur, tout cela transformait toute tentative de discuter du comportement humain en une menace potentielle. Les nouvelles de Marguerite sont devenues une sorte de manuel sur la manière dont les gens utilisent les règles censées limiter leurs désirs. Ici, les ecclésiastiques pouvaient abuser de la confiance, les représentants du pouvoir manipuler la confession, les hommes se cachaient derrière la religion pour dissimuler leur propre hypocrisie. Pour les lecteurs, cela était familier, mais pour les institutions, trop dangereux. Pourtant, aucune accusation formelle n'a été portée contre le livre. Au lieu d'une interdiction, une stratégie d'encerclement moral a été mise en place. Le texte a été déclaré utile uniquement après mûre réflexion. On a évité d'en discuter publiquement. On a limité l'accès aux manuscrits. On a détourné les conversations vers des thèmes tels que l'humilité et la vertu. On créait ainsi une barrière qui ne détruisait pas ouvertement le texte, mais le reléguait à la périphérie de la vie culturelle. Mais c'est précisément cette périphérie
qui s'est avéré être le lieu où les nouvelles ont commencé à vivre leur propre vie. Elles étaient lues par des hommes et des femmes adultes, étrangers aux intrigues de la cour, qui y voyaient un document de leur époque plutôt qu'une allusion dangereuse. Avec le temps, une double lecture stable s'est imposée dans l'interprétation du Heptaméron. À première vue, il s'agissait d'un recueil d'histoires édifiantes destinées à renforcer la morale, mais il contenait en réalité une fine analyse du pouvoir, de la peur et de l'hypocrisie. Marguerite a réussi à créer un texte qui s'adaptait aux exigences de l'époque sans perdre de son acuité. On pouvait le lire comme une parabole, comme un témoignage sur le fonctionnement réel de l'honneur et de la réputation, ou comme un commentaire caché sur la structure même de la vie de cour. Son statut a joué un rôle décisif dans la survie du livre. Il était formellement impossible de poursuivre la princesse, risquer de l'accuser directement et irréaliste de censurer complètement le texte. Un compromis a donc été trouvé. Le livre a été reconnu comme approprié pour l'instruction, même si ceux qui connaissaient le contexte comprenaient qu'il abordait des sujets bien plus délicats. Ce compromis a permis à l'Heptaméron de traverser les décennies sans disparaître ni devenir une arme contre sa créatrice. La fin de cette histoire n'est ni retentissante ni héroïque, elle est aussi discrète que les pas de l'auteur qui a franchi la limite de ce qui était permis. Margarita est morte sans jamais voir son œuvre publiée de son vivant, mais ses manuscrits ont continué à être recopiés par des adultes qui comprenaient la valeur du courage déguisé en enseignement moral. Et aujourd'hui, on voit que l'effet le plus important n'est pas que le texte ait résisté à la pression, mais qu'il ait montré que même dans le cadre rigide du contrôle moral, on peut parler de la ruse humaine, de la douleur, de la peur et du désir, de manière à ce que la vérité résonne plus fort que les interdits.